Sur le live, bienvenue mes amis, je me présente Hachim Shrati, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre formation en J2E. Donc, nous avons vu précédemment les servlettes, les JSP et les Java Beans. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ça passe à l'intérieur, avec une vue bien précise dans l'architecture de fonctionnement du J2E. Donc, nous allons voir aujourd'hui les EJB, les entreprises Java Beans. Donc, c'est une partie très importante et là, je pense que c'est la plus intéressante et la plus délicate de notre formation. Donc, nous allons voir les fondamentaux des EJB. Ensuite, pour les entreprises Java Beans, on a trois types: les Session Beans, les Entity Beans et les Message Driven Beans. Ensuite, nous allons voir des concepts avancés sur la persistance que fournissent les entités. Ensuite, les relations entre les entités et nous allons gérer les transactions en J2E. Donc, les prérequis sont connaître le HTML, le protocole HTTP, l'architecture des applications web et les services JSP et les JSTL que nous avons déjà vus. Donc, vous comme développeur, vous avez besoin dans votre application, qu'elle soit accessible depuis un navigateur web, qu'elle soit surtout distribuée, portable, rapide, fiable, transactionnelle et sûre. Donc, portable, vous la connaissez, rapide, fiable, transactionnelle, c'est-à-dire qu'elle obéit aux transactions et qu'elle est fiable et sécurisée, et qu'elle est sûre, c'est-à-dire restriction des accès aux fonctionnalités, c'est-à-dire chacun a son autorisation. Donc on a deux modules, autorisation et authentification. Donc je vais vous expliquer c'est quoi une application distribuée. Donc on a dans le domaine informatique deux types de systèmes: un système centralisé ou un système réparti ou distribué. Donc le système centralisé, c'est-à-dire tout est centralisé. Donc, tout se trouve sur une même machine. On a une gestion centralisée des ressources. L'état global de ce système est facilement obtenu. L'état global d'un système d'exploitation ou d'un système en général, c'est l'ensemble des états globaux de chaque ressource sur ce système. C'est-à-dire, quand je dis mon état global, l'état global de cette machine-là que j'utilise, c'est-à-dire par exemple le pourcentage d'utilisation du RAM, sa vitesse, le pourcentage d'utilisation de la mémoire, du disque dur, la rapidité d'accès, tous ces ressources-là, ou tous ces, comment je vais dire, toutes les choses qui différencient un système d'un autre. Donc, en calculant chaque état global, ce système-là s'appelle l'état global d'un système. Donc, l'état global d'un système est facilement obtenu en système centralisé, car tout se trouve sur une même machine. L'état global, notez bien qu'il doit être à un instant bien fixe, à un instant T. Donc, je passe maintenant à cette partie qui nous intéresse, le système réparti ou distribué. Donc, c'est un ensemble de machines connectées par un réseau et équipées d'un logiciel dédié à la coordination des activités. Donc, dans ce système, on a un partage de ressources. Si on dit partage, on doit avoir une synchronisation. Donc, ce système réparti, c'est un ensemble de machines qui forment un système s'exécutant sans mémoire partagée. Donc, pas de mémoire partagée, mais que l'utilisateur voit que ça se déroule sur une même machine. Donc vous développez une application répartie, mais moi comme utilisateur, je ne vois pas une application répartie, je le vois comme une simple application. C'est-à-dire simple, c'est-à-dire qui s'exécute sur une machine unique. Donc matériellement, dans le système réparti, on trouve un multiprocesseur à mémoire partagée, l'utilisation de clusters, d'ordinateurs, et surtout la connectivité en réseau.
du côté logiciel, on parle des entités logicielles qui s'exécutent en parallèle. Ils sont séparés, mais s'exécutant en parallèle. Donc, comme j'ai dit, on a besoin d'une synchronisation pour l'accès, et surtout pour les transactions. Donc, un système réparti doit tolérer les pannes de machine, c'est-à-dire si une machine tombe en panne, les autres machines ne s'affaiblissent pas. Ou le système en général soit capable de tolérer cette panne, c'est-à-dire lancer le travail d'une machine vers une autre machine. Et aussi s'affranchir des différences matérielles et logicielles des ressources de ce système. C'est-à-dire, on peut mettre en ces réseaux et dire que c'est un système distribué, des machines de processeurs Intel, d'autres Motorola ou je sais pas quoi, ou des machines Unix et Windows et Macintosh, mais un système distribué doit s'affranchir de toutes ces différences matérielles et logicielles. Donc, vous devez avoir besoin aussi d'une sécurité, c'est-à-dire, ici on dit sécurité, c'est-à-dire confidentialité, intégrité, authentification et disponibilité. Les 4 portes clés de la sécurité. Sécurité informatique, c'est-à-dire confidentialité, intégrité, authentification et disponibilité. Et comme j'ai dit, là, on a une transparence car l'utilisateur simple, comme moi, si j'utilise une application distribuée et que n'importe quelle application que vous trouvez en web, je ne dois pas voir que cette application est distribuée, mais je dois la voir comme une application s'exécutant sur ma machine, c'est-à-dire en transparence totale, une abstraction totale de ce qui se trouve en arrière-plan. Donc, je vais consister à un autre cours sur l'explication du système distribué. Aujourd'hui, nous allons voir les UGB. Donc, je passe à considérer lorsqu'on utilise une application distribuée, les protocoles d'accès distant tels que RMI, Socket et Corba, gestion de charge, gestion de panne, persistance, multithreading, redéploiement à chaud, sécurité, les pooling. Donc, qui s'occupe de tout ceci, c'est le middleware. Donc, c'est quoi un middleware? Donc, comme j'ai dit, dans une application, dans un système réparti, l'interface fournie par le système d'exploitation et de communication est très complexe. Donc, le système d'exploitation vous fournit une interface très complexe car c'est un mélange matériel et logiciel. Donc, vous, comme utilisateur, vous voulez manipuler du soft que du hard. Donc, même si on a un composant hard, on le manipule de côté soft. C'est-à-dire, si vous faites une programmation d'une carte électronique en PIC ou je ne sais pas quoi, donc vous la programmez en soft. Donc, le middleware, c'est une couche logicielle répartie et intermédiaire entre le niveau bas et le haut niveau. Donc, on l'appelle en français intergiciel, c'est-à-dire une couche entre le hard et le soft. On dit hardware et software et cette couche s'appelle le middleware, c'est-à-dire entre les deux couches. Middle, c'est-à-dire au centre. Donc, c'est une interface au centre des deux couches qui fait une liaison entre tout ce qui est soft et tout ce qui est hard. Donc, lorsqu'on va voir le système réparti, nous allons voir en détail c'est quoi le middleware. Donc, dans le passé, la plupart des entreprises de programmer leur propre middleware. Donc, et aujourd'hui, on a des grandes sociétés, de grandes entreprises qui proposent des middleware. Donc, vous n'avez qu'à acheter un middleware déjà bien fait. Donc, vous n'avez pas à développer votre propre middleware, mais vous avez l'acheté depuis IBM, Oracle, BOA et d'autres entreprises. Cette middleware est aussi appelée
les serveurs d'application. Donc, c'est quoi un serveur d'application? C'est un serveur qui fournit les services middleware les plus courants. Il permet de focaliser sur l'application que l'on développe sans occuper du reste. Le code est déployé sur les serveurs d'application. Donc, votre code que vous écrivez est déployé sur un serveur d'application. Donc, on a une séparation totale entre tout ce qui est métier et tout ce qui est spécifié d'un côté logique métier et l'autre de middleware. Donc, une entreprise peut acheter un composant et l'intégrer avec des composants qu'elle a déjà développés. Donc, l'intérêt du middleware, c'est que un développement rapide et les vendeurs de composants assurent un service de qualité, tel qu'IBM et BA, comme j'ai dit. Donc, l'architecture des composants. Donc, le middleware, c'est un composant. On a dans le monde informatique une architecture très puissante, très utilisée. C'est l'architecture de composants. Donc, c'est le fait de diviser votre travail en des composants. Donc, on a une architecture de composants et cette architecture s'applique sur des différents domaines. Donc, on trouve l'architecture de composants dans le domaine web, dans le domaine du système embarqué, dans le domaine du réseau. Dans chaque domaine, ils utilisent les architectures de composants, c'est-à-dire le fait de diviser votre travail sur plusieurs composants. Et de cette idée-là, d'autres mécanismes, d'autres architectures sont nés, tels que le modèle MVC, l'architecture de tiers ou terre-tiers ou des choses comme ça. Donc, tout se passe d'après une architecture de division de travail en composants, en équipe, en des choses comme ça. Donc, on a plus de 50 serveurs d'application en vue le jour depuis une dizaine d'années. Au début, composants propriétaires uniquement, c'est-à-dire chaque entreprise développe sa propre composant middleware, mais avec le temps, on a des composants middleware déjà faits que vous pouvez les utiliser, les réutiliser, les acheter et des choses comme ça. Donc, on a d'après qu'on a dit, on a plus de 50 serveurs, mais maintenant on a plus des centaines de serveurs. Donc, on a une nécessité de standardiser la notion de composants. Donc, c'est un ensemble de définitions d'interface entre le serveur d'application et les composants. Donc, un tel standard s'appelle une architecture de composants, comme les CD audio, télévision, VHS, etc. Donc, maintenant, nous allons commencer le but. Les entreprises Java Beans. Le standard UGB, c'est une architecture de composants pour des composants serveurs écrits en Java. Cette architecture, donc je définis ce sont quoi les UGB. Donc les entreprises Java Beans, ce sont des composants Java qui implémentent la logique métier de l'application. Donc toute votre application, le logique métier de votre application, qu'est-ce que votre application fait? Le logique de votre application, ce sont les EJB, les entreprises Java Beans. C'est pour cela que j'ai dit que c'est la partie la plus délicate et la plus difficile. Donc, ces composants-là permettent à cette logique de votre application d'être décomposée en éléments indépendants de la partie de l'application qui les utilise. Donc, d'après le EJB, vous pouvez diviser votre travail en plusieurs composants, en plusieurs EJB. Donc, vous avez une logique de votre application, vous pouvez la décomposer en plusieurs composants qui sont les EJB. Chaque composant a un logique métier de faire. Par exemple, si vous êtes familier en web, exactement en Symfony. Symfony utilise ce qu'on appelle les bundles. Les bundles, ce sont quoi? Ce sont des composants où si vous avez une grande application, c'est-à-dire, par exemple, faire un site web. Ce site web se décompose en quoi? Par exemple,
Ici, je vais mettre un blog. Ici, je vais mettre un module de communication, de messages, discussion instantanée, ou des choses comme ça. Ici, je vais mettre un composant de sécurité. Donc, chaque composant ou chaque module, on le lance sur un bundle. Pourquoi le lancer sur un bundle? Parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'équipe qui va travailler sur les discussions, les messages, des choses comme ça, n'est pas la même l'équipe qui va travailler sur le fait de tes blogs, ou l'équipe qui va faire la sécurité, ou l'équipe qui va faire autre chose. Donc, chaque équipe doit avoir son travail indépendamment de l'autre. Deuxième raison, c'est que si vous faites un blog aujourd'hui et vous avez après 2 ans, vous êtes nécessaire d'un blog, vous pouvez le réutiliser. Donc, c'est une raison très efficace. Donc, si vous avez la réutilisation d'un composant, vous avez la séparation des couches d'un raison, ce qui facilite le travail, et beaucoup d'autres raisons. Donc, on va parler aussi d'un conteneur des UGB et des types des UGB. Donc, les UGB, comme j'ai dit, elles permettent d'implémenter les objets métiers, nos logiques métiers de manière propre et réutilisable. Elle est portable facilement et on l'utilise avec le Rapid Application Development, le RAD. Donc, le UGB signifie 2 choses, une spécification et un ensemble d'interfaces. Nous allons voir ça en détail. Donc, pourquoi les UGB se sont uniquement en Java? Car le Java il est portable, robuste et sûr. C'est-à-dire les UGB vont utiliser les mécanismes Java. Le langage Java est riche en des API très puissants, et car le Java c'est un langage ayant un chargement dynamique, introspection et une réflexivité, bonne réflexivité. Donc, on a d'autres possibilités d'utiliser les UGB avec le Microsoft.NET, le Ruby on Rails, le Python et des autres frameworks plus légers en Java, tels que le WebWork. Donc, le UGB aussi, si vous maîtrisez bien les UGB, donc dans l'application J2E, vous avez un logique métier de votre application. Ce logique métier, vous pouvez le lancer en 2 UGB, ou vous pouvez utiliser ce fameux framework Spring. C'est un framework J2E développé en Java. Donc, à partir du UGB, nous allons faire un accès à un GBD. Nous allons travailler avec le MySQL et accéder à un système d'information tel que COBOL, SARP ou d'autres applications. Donc, nous allons utiliser ces applications web. Nous allons faire une intégration avec les servlets comme contrôleur et les JSF comme vue. Nous allons voir le JSF, c'est Java Server Faces, c'est un framework Java qui va faire un vue très magnifique. Donc, on utilise aussi avec les web services basés sur XML, tels que le SAP, le SWAP et le UDDI. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, nous allons expliquer l'architecture Java J2E. C'est une sorte d'architecture en 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le client machine. Le deuxième, c'est le J2E server. Le troisième, c'est le database server. Donc, nous allons voir c'est quoi un client léger. Un client, c'est-à-dire un navigateur en web, par exemple. Un serveur web développé avec des JSF et des servlets. Bon, on a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le client machine, c'est-à-dire votre machine comme client à travers votre navigateur web. Donc vous pouvez interagir avec l'application J2E à travers la couche de présentation, c'est-à-dire avec les interfaces de
de interface users. Donc, une couche d'application, c'est-à-dire une application standalone, application web et des applets. Ici, la partie qui nous intéresse avec les UJB, les Java EE Server, qui se compose de Java Server Pages, les JSF, c'est un web tiers. Les JSF, je dis bien, c'est un web tiers. Nous allons voir ce framework ultérieurement. Et on a des entreprises beans, ce sont des Java Beans, les entreprises Java Beans que nous allons attaquer maintenant. Donc on a dit que c'est un couche métier, un middleware qui va faire le traitement et le logique métier de votre application. Pour faire cela, nous utilisons les EJB que nous allons voir aujourd'hui, les Java Beans et un framework Spring comme j'ai dit. Donc, et enfin, nous allons en database server, un serveur de base de données, c'est une couche de données, couche de persistance, dans laquelle on utilise un SGBD pour le stockage de données. Donc, une simple remarque que le EGB ne fournisse pas de GUI. Le GUI, c'est le Graphical User Interface, c'est une interface d'utilisateur graphique pour Java. Donc, le J2E ne fournit pas de GUI. Le GUI, c'est le rôle de couche de présentation, comme nous allons dire ici. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler d'un conteneur de JB et de web. Donc, chaque application, chaque serveur d'application contient des conteneurs. Un conteneur, c'est un environnement d'exécution des composants. Par exemple, je vais parler des conteneurs EJB ici. Le conteneur EJB charge les composants qui sont à la demande des EJB et invoque les opérations qui les exposent. Donc, j'explique. Si vous travaillez avec un EJB, entreprise Java Bean, vous avez d'une autre classe à lancer ou d'un serveur de base de données à lancer ou une chose à invoquer à distance, une RMI ou une chose comme ça. Donc, c'est le rôle de conteneur de JB. Donc, il fait la communication de l'extérieur avec les EJB sont interceptés par le conteneur pour fournir un certain nombre de services. Donc, ce conteneur-là, il vous rend un service qui sont les sécurités d'un bin. Nous allons faire un accès au bin, les sécurités d'accès, l'accès concurrent, la synchronisation et les transactions. Et enfin, il fait la libération d'une grande charge de travail. Donc, par exemple, pour les transactions, l'appel du méthode de bin est intercepté par le conteneur qui. Donc, si vous faites pendant une transaction l'appel d'une méthode de bin, cette méthode va être interceptée par le conteneur EJB, ce conteneur va faire quoi? Il va démarrer une nouvelle transaction juste avant de donner la main au code de la méthode. Donc, si vous faites une méthode, et dans cette méthode, donc vous faites public void x, le nom de la méthode, dans cette méthode, vous allez faire une nouvelle transaction. Donc, si le JVM voit que vous tombez sur une ligne sur laquelle vous faites un appel à une transaction dans le JB, dans votre bin, le conteneur de JB va intercepter cette méthode. Donc, il va faire quoi? Il va démarrer une nouvelle transaction juste avant de donner la main à votre méthode dans laquelle vous trouvez l'appel à une transaction. Donc, et ensuite, il va lancer un commit à la fin de transaction ou un rollback selon votre besoin. Donc, je définis un conteneur d'une manière générale. Donc, un conteneur est l'intermédiaire entre un composant et les fonctionnalités de bas niveau qu'il offre.
Donc si on dit les fonctionnalités de bas niveau, c'est-à-dire la sécurité, la gestion des transactions, la recherche GNDI, la communication à distance, comme j'ai dit, avec des RMI ou des sockets ou d'autres choses, une connexion à un SGBD, Oracle, MySQL, MySQL Server, ou des choses comme ça. Donc, nous allons maintenant voir l'écosystème des JavaBeans. Donc, chaque EGB doit être déployé. Et pour déployer et exécuter un projet à base de JB, on a 6 métiers sont impliqués. Donc, on a ici un vendeur d'outils et un fournisseur de JB. Ce vendeur d'outils vous fournit les outils et les fournisseurs de JB développent les EGB. C'est votre rôle ici. Donc, ici on a un ensemble d'applications qui va rassembler les outils et les EGB. Il va construire votre application. Donc, lors de la construction de votre application, vous pouvez avoir besoin d'un fournisseur de persistance ou d'un serveur d'application et de containers. Donc, une application, après d'être construite et avant d'être déployée, elle a besoin de 3 choses. Un ensemble d'applications qui va les fournir les outils et les EGB. L'EGB pour être exécuté, comme nous avons dit avec les transactions ou les sécurités, il doit avoir un conteneur. On a ici un fournisseur de serveurs d'applications et de containers. Et ici, on a un serveur de persistance ou un serveur de base de données qui va vous fournir les modules d'accès aux bases de données ou de la manipuler. Donc, la persistance, l'application et les conteneurs, et la construction de l'application. Et ici, on tombe sur le déploiement des EGB. Après que le déploiement soit fait, l'administrateur système fait la maintenance du déploiement et votre application est bien satisfiable. Donc, le fournisseur de EGB peut être un membre de votre équipe ou une entreprise qui vous rend les EGB, un membre de votre équipe, c'est-à-dire comme vous, par exemple. On a dit le travail en composant, c'est équivalent au travail d'équipe. Donc, les EGB peuvent être développés dans une même entreprise ou peuvent être, comme j'ai dit ici, en entreprise qui vend des EGB. C'est-à-dire, vous avez acheté votre middleware, votre EGB d'une autre entreprise. Donc, celui qui fait l'assemblement des applications, il s'agit de l'architecture de l'application. Il rassemble des fichiers de jar, donc 3 types de fichiers que nous allons voir en pratique, chacun avec son rôle, un jar, un war et un EAR. Donc ce sont les 3 types de fichiers que nous utilisons dans le rassemblement de l'application afin d'être déployé. Donc le déployeur de GB, celui qui fait le déploiement de GB, c'est après que l'application est rassemblée, elle doit être déployée sur un ou plusieurs serveurs d'application. Donc, en J2E, chaque application que vous faites, surtout avec l'utilisation des EGB, elle doit être déployée. Le fait de déploiement se fait sur des serveurs d'application et avec une utilisation ou pas des firewalls, des choses de sécurité en réseau. Donc, on fait un choix du hard, le déployeur fait un choix du hard, fait accès à une base de données pour vérifier que vous avez un SGBD. Donc, si vous faites un appel avec un JDBC ou un API quelconque de Java, du GPA ou un framework Hibernate, vous faites l'accès à un SGBD. C'est le déployeur qui va tester si le SGBD existe ou pas et si la communication est satisfiable ou pas, en rassemblement avec le Java Virtual Machine et le GNDI. Il fait aussi le paramétrage du serveur d'application pour configurer les transactions, les accès et les fonctionnalités aux bases de données comme je parlais. Et peut-être une équipe ou une personne, celui qui est le déployeur,
c'est un consultant ou un vendeur d'hébergement de serveurs d'application. Donc, enfin, l'administrateur système qui va vérifier le bon fonctionnement de l'application en exploitation, qui va utiliser les outils de monitoring et effectue la maintenance hard et soft, le lancement et l'arrêt du système. Donc, tout ce travail-là, c'est pour créer une application qui va être déployée en utilisant un déployeur de GB ou un déployeur de composants. Selon le composant que vous utilisez, on dit le déploiement en général. Ce déploiement et votre application doit être en service à un administrateur système qui va faire la maintenance, le lancement et l'arrêt de votre application. Donc, je vais parler des vendeurs. Comme j'ai dit, les vendeurs d'outils, ce sont des outils pour simplifier les tâches répétitives comme le déploiement, le développement d'une application à base de GB est assez lourd. Donc c'est un défaut de développer votre application à base de GB, ce qui rend vos applications bien lourdes. Pourtant, la manière de développer, construire, maintenir, déployer du GB est standard. Donc nous allons utiliser du ZDE. Par exemple, NetBeans ou Eclipse, ce sont les vendeurs d'outils. Donc, cette couche-là, comme j'ai dit, elle vous fournit la persistance, elle va faire le mapping relationnel objet ou objet-objet. Donc, nous allons voir ultérieurement avec le GPA ou le Hibernate cette solution-là. Donc le J2E est aussi efficace car il utilise et comprend de nombreuses API telles que le JB, le ZRMI, le GNDC, le JDBC pour accéder aux bases de données, le GNDI c'est Java Naming and Directory Interface. Nous allons voir ça ultérieurement, les JMS, Java Messaging Service, les Servlets, JSP, JSF, les Java Mail, les GPA et des choses comme ça. Donc enfin, c'est une vue complète d'une application J2E. Ici on a un tiers de présentation avec les serveurs JSP, JSF et une technologie Ajax. Donc notez bien, Ajax c'est pas un langage de programmation tel que de nombreuses personnes disent. Java c'est pas un Ajax c'est pas un langage de programmation, c'est une technologie de programmation. Un business logique qui va contenir la couche métier de votre application en utilisant les EJB ou un framework Spring. Donc nous allons utiliser de notre part les EJB qui sont les standards pour les applications J2E. On a ici les Data Access en utilisant les GPA et les JDBC. Et comme j'ai dit, vous pouvez utiliser un framework Hibernate. Donc, tous ces tiers-là, avec les GPS, le GTA, JNDI, les Java Mail, les JMS, les RMI, ce sont des composants ou des middleware à utiliser. On a aussi un Enterprise Deployment Services. Donc, les services que vous pouvez la rendre lors du déploiement, c'est le Scalability, le Reliability, Security et Maintainability. Donc le Scalability, c'est le fait de, si votre application rend service à une personne, elle est capable de le rendre à un millier de personnes ou un million de personnes. C'est-à-dire, votre application, si elle rend service à une personne, elle doit le rendre à un million de personnes avec la même efficacité, la même rapidité. Donc, le sécurité, c'est le fait de sécurité, c'est facile. La manageability, c'est que votre application soit facile à manager, facile le fait qu'elle soit, on peut comment je vais dire, votre fonction, on peut j'ai oublié le mot en français, mais prenons-la quand vous voulez, c'est le fait que votre application soit facile à manager, à manipuler
Et le reliability, c'est que votre application soit bien reliée à l'extérieur, et cette liaison à l'extérieur ou avec d'autres applications doit être très efficace et très sécurisée. Donc nous avons j'ai parlé des EGB, des applications d'architecture générale de J2E. Donc j'espère que vous avez bien compris le rôle des EGB, le rôle des conteneurs d'EGB, le fonctionnement à l'intérieur dans les conteneurs d'EGB. Donc les EGB se divisent en trois types: le session beans, les bean sessions, les session beans, les entity beans, les beans des entités de persistance, ou le message driven beans. Donc nous allons voir chaque type de bean à côté avec un exemple pratique. Avec cet exemple, j'espère que ça devient plus clair, car dans ce tuto nous allons vu tous en théorique. Donc nous allons commencer avec la pratique de EGB et j'espère que ça va bien passer. Je suis ici pour toutes vos questions. S'il y a une chose n'est pas claire, vous pouvez me contacter sur mon email hashimfst@gmail.com, ou vous pouvez visiter le site ou mon blog hashimidev.blogpost.com, où vous pouvez mettre vos messages, ou dans ma chaîne YouTube Hashim Sraiti, et mettez votre question comme commentaire sur YouTube et je vais le rendre compte. Donc je vais laisser ce cours si quelqu'un a besoin de secours, qu'il me contacte à un email et je vais l'envoyer. Merci pour votre attention. Nous allons commencer la pratique des EGB. Merci à vous tous. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.